OK. Donc, vous pouvez venir scanner le code QR qui est à droite ou venir rentrer l'adresse menti.com et rentrer le code qui est juste en dessous de l'adresse. Donc, le 55 36 62 9. Je vous laisse le temps de scanner le code QR et après, je vais changer la diapositive là, pour voir les résultats du petit sondage. Donc, on vous questionne à savoir comment vous vous sentez face à la formation à distance en ce moment même. Donc, je vous laisse encore quelques secondes pour scanner le code QR avec votre téléphone intelligent ou votre tablette. Et voilà, et je transfère au sondage. Donc, on voit ici comment vous sentez-vous face à la FAD. Alors, les gens répondent, merci beaucoup. Alors, décidément, là, on fonce en majorité. Et aussi, on n'a pas le choix. Hein? Donc, s'il y en a qui n'ont pas eu le temps de scanner le code QR, vous pouvez vous connecter sur www.menti.com et juste en haut de la diapo, là, vous pouvez voir le code pour compléter le sondage. Donc, je laisse encore un peu de temps au sondage, mais on voit que ça se maintient, là. Hein? Donc, on fonce, on y va, let's go. On n'a pas le choix non plus, hein, effectivement. Il y en a qui se sentent un peu démunis face aux ressources et d'autres qui se sentent super-héros, donc, hein, qui ont développé là, des ressources infaillibles. C'est génial. Super. Wow, merci de répondre. Donc, on va continuer. Hey, les réponses continuent à rentrer, c'est génial. On continue dans notre diapositive et on va vous présenter un petit vidéo. Donc, on va vous présenter un petit vidéo là, qui va vous mettre en contexte par rapport à l'utilisation de la formation à distance et aussi l'utilisation des ressources, pardon, en formation à distance. Donc, on part ça. Ça ne sera pas bien long. Donc voilà, c'était notre petite vidéo dynamique pour les ressources à la FAD. Je ne sais pas si vous êtes reconnus à certains niveaux. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est vous de présenter différentes ressources numériques. Comme vous pouvez voir dans ma diapositive à gauche, j'ai mis l'image, en fait, des ressources que j'ai utilisées pour vous présenter mon introduction, c'est-à-dire Mentimeter, eMovie pour la création de la vidéo et YouTube pour l'hébergement de ma vidéo. Donc, on poursuit. Alors, les ressources numériques, hein, on veut les utiliser, on veut en prendre, on veut les utiliser dans notre formation à distance, mais avant de les utiliser, là, il faut se poser la question, des questions en fait. Ce qui serait, en fait, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter, hein, pas ne pas faire, mais ce qu'il faut éviter, c'est de se dire, OK, cette ressource-là est super intéressante, cette application-là est vraiment intéressante, je vais l'utiliser, puis après se poser la question, bon, qu'est-ce que je pourrais faire avec? Nous, ce qu'on veut, en fait, ce qui serait préférable,
un conseil, ça serait peut-être de se poser la question, c'est quoi mon intention pédagogique avant toute chose, hein? C'est quoi mes objectifs? Qu'est-ce que je veux faire apprendre? Quelle stratégie je vais utiliser? Puis à partir de là, c'est quoi les outils là, qui vont être disponibles pour que je puisse arriver à mes fins? Puis c'est lesquels qui vont être les meilleurs? Donc, à partir du moment où on va se poser ces questions-là, là, on va vraiment sélectionner la bonne ressource numérique et l'optimiser et ça va faire un sens aussi pour notre étudiant. Donc, on va continuer avec les contextes possibles. Comme vous le savez, premièrement, il y a quelqu'un que je crois que questionné dans le clavardage à savoir si ça s'intéressait uniquement à l'AFP. Nous, on essaye de couvrir l'ensemble. C'est sûr que nos exemples vont peut-être être plus pour l'AFP, mais ne vous inquiétez pas, on parle de contexte pour l'ensemble de l'enseignement au Québec. Donc, c'est ça. Il y a 6 différents contextes qu'on a ressortis là, au niveau de la FAD. Donc, les 3 premiers, comme on voit présentement à l'écran, c'est quand l'enseignant est en classe et que, bon, ça peut être, les élèves sont tous en classe. Là, bien entendu, vous allez me dire, il n'y a pas de FAD dans cette situation-là, puis vous avez bien raison. On peut voir certains outils qui vont être pratiques autant en classe avec tous nos élèves et en FAD. Donc, on peut utiliser quand même ces outils-là certains, on va discuter aujourd'hui. Il y a le contexte où l'enseignant est en classe et tous les élèves sont à distance. Puis, il y a aussi le mode hybride ou bimodal où l'enseignant est en classe et certains élèves sont à distance et certains sont en classe. Chacun de ces contextes-là apporte des façons de travailler un petit peu différentes là, selon ce que vous voulez faire et comme on a vu avec l'intention pédagogique et les objectifs que vous avez. En plus de ça, autant en classe ou à distance au niveau de l'enseignant, il y a 2 modes où on peut transmettre les informations. En mode synchrone, donc en direct, l'enseignant accompagne et en classe et à distance ou un ou l'autre les élèves. Donc, il fait des activités avec les élèves en étant connecté en visioconférence ou en étant dans sa classe et en se filmant si on est en mode hybride. Ou en mode asynchrone, où là, des vidéos et des consignes ou des ressources sont déposées sur une plateforme quelconque, puis les élèves les récupèrent, les utilisent, puis après ça, on peut faire un retour en classe. Prochaine diapositive, s'il te plaît, Joanie. Donc, les 3 autres contextes dont on parle, c'est quand l'enseignant est à la maison. Donc, il peut être en attente de résultats ou peu importe les consignes. Donc, encore là, il y a trois possibilités au niveau des élèves. Les élèves peuvent être tous en classe. Dans ce cas-ci, souvent, ça va prendre un enseignant, bien entendu, suppléant dans la classe et il faut prévoir le matériel nécessaire. Est-ce que dans votre contexte, c'est possible ou pas? Ça se pourrait. En AFP, c'est plutôt rare que c'est possible parce que souvent la direction des centres de FP ne voudra pas défrayer pour un enseignant, un suppléant dans la classe, en plus de payer l'enseignant à la maison. Donc, ils vont essayer de trouver un suppléant qui va pouvoir faire le rôle dans la classe, mais ce n'est pas toujours possible, donc ça pourrait arriver ce contexte-là également. Et bon, l'enseignant va pouvoir aussi enseigner à tous les élèves à distance ou certains en classe et certains à distance. Peu importe le contexte de FAD que vous avez à vivre ou les contextes en certains cas, peut-être que vous allez vouloir penser à utiliser des outils ou à planifier vos cours au niveau pour que ces outils-là servent dans plusieurs contextes. Donc, ça va être plus facile de transférer d'un contexte à l'autre. Par exemple, si certains élèves tombent à distance, quand vous allez utiliser des choses qui vont s'appliquer à l'ensemble des contextes ou à certains, à plusieurs. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, en résumé, à cause de la pandémie et dans un contexte de FAD, on veut que, selon les contextes, on va avoir à planifier nos choses d'avance, à faire davantage parce que, justement, on a à prévoir plusieurs contextes. Puis, on va faire les choses différemment. Prochaine, s'il te plaît. Au niveau de l'AFP, il y a plusieurs utilisations de la vidéo. La vidéo est de plus en plus utilisée dans nos vies et aussi le milieu de l'éducation fait partie de tout ça. Particulièrement à AFP, la vidéo est très intéressante au niveau de la démonstration d'une technique ou d'un concept, de l'entrevue
pour expliquer ou vendre un point de vue, la diversification de l'enseignement par la vidéo, la capsule utilisée à des fins de tutoriel vidéo, la vidéoscopie, l'autoscopie, la pédagogie inversée, en temps de pandémie ou non, et d'autres contextes. On va passer à travers là, ces informations-là là, dans les prochaines diapositives. Donc, la classe inversée. On va... Est-ce que vous connaissez, premièrement, le concept de classe inversée, la pédagogie inversée? Est-ce que vous l'utilisez? Puis, pourquoi l'utiliser et pourquoi? Bon, c'est un peu ce qu'on va voir là. Bon, au niveau du concept, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est donc des apprentissages faits à la maison sous différentes formes, soit des lectures, des exercices, une écoute d'un balado ou, bien entendu, une vidéo. Ensuite, les élèves reviennent en classe et font un retour en classe avec l'enseignant. Et l'enseignant va valider la simulation des notions avec ses élèves. Puis, il va pouvoir se concentrer sur les élèves qui ont plus de difficultés, peu importe si c'est au niveau de l'apprentissage ou des techniques ou des choses comme ça. Et pendant ce temps-là, les élèves qui ont bien compris, qui ont bien assimilé, vont aller faire la pratique de leur connaissance, soit par des exercices ou la pratique de leur métier, dans le cas de la formation professionnelle. Merci, Joanie. Donc, comme on le dit, il peut y avoir différents outils qui vont nous permettre là, de faire cette classe inversée-là. En AFP, c'était pas nécessairement le cas avant, parce que rarement les élèves vont vouloir faire des travaux, des choses à domicile parce qu'ils ont leur vie de famille, des fois ils travaillent, etc., etc. Au primaire, secondaire et même en FGA, des fois c'est possible, la formation générale des adultes. Bon, grosso modo, la classe inversée, quelques outils. Donc, on peut aller chercher des outils pour faire une capsule vidéo. Tous vos appareils mobiles présentement vous permettent d'enregistrer pour la plupart une vidéo de bonne qualité. On pourrait faire un enregistrement de balado avec ou sans vidéo, donc le son principalement, et déposer tout ça et organiser tout ça dans un environnement numérique d'apprentissage. En passant, dans la présentation, à la fin, vous avez les différents acronymes qu'on utilise là, tout au long de notre présentation. Donc, en plus de tout ça, la classe inversée peut devenir aussi pertinente en AFP dans un contexte d'enseignement individualisé. Donc à gauche, vous avez quelques outils, là, exemples qu'on pourrait utiliser pour faire la classe inversée. Prochaine diapo, s'il te plaît, Joanie. Donc, un court exemple. Dans le secteur santé, un élève pourrait lire sur les concepts de la théorie liée au calcul et la conversion des doses de médicaments. Il pourrait ensuite regarder une vidéo sur l'application de ces actions en milieu de travail, donc la préparation des doses, la distribution aux patients et la vérification, bien entendu, que les médicaments sont pris par les patients. Ensuite, l'enseignant poursuivrait en donnant un petit jeu questionnaire en direct à ses élèves, puis il travaillerait, comme on l'a dit tantôt, là, avec les élèves qui auraient moins bien réussi le jeu questionnaire dans ce cas-ci. Puis, bien entendu, c'est dans le but d'améliorer la compréhension des élèves et la sécurité de leurs futurs patients quand on parle du domaine de la santé. Prochaine. On va maintenant passer à la rétroaction en formation à distance. Jean-François? Alors, la rétroaction, c'est un élément qui est excessivement important, que ce soit en formation professionnelle, formation des jeunes ou primaire, secondaire, peu importe, tout interordre. Il existe plusieurs outils qu'on peut utiliser tant en formation à distance qu'en formation présentielle pour être capable de faire une bonne rétroaction. Alors, on peut utiliser, bien entendu, les outils qui sont disponibles dans votre commission scolaire, votre centre de services scolaires, à savoir Microsoft, Google, Moodle. Vous pouvez utiliser aussi la vidéo interactive pour être capable de faire de la rétroaction. L'enregistrement audio et vidéo. Par exemple, je suis une enseignante en français, pourquoi ne pas corriger sur le papier de l'élève en mettant une caméra document qui va enregistrer finalement ce que je suis en train de faire dans la correction. Donc, une caméra qui va être au-dessus de votre feuille lors de la correction. Vous allez pouvoir commenter. Alors, rétroaction annotée sur un document électronique
aussi avec, par exemple, un logiciel, par exemple, Explain Everything, où est-ce que vous metteriez finalement, le travail de l'élève pour être en mesure de le corriger. Il faut savoir, au niveau de la rétroaction, que la recherche a démontré, depuis 2002, une grande recherche qui s'est faite sur la rétroaction, que lorsque l'enseignant explique, ben, l'élève à terme, tant lorsqu'on combine là, les connaissances de contenu, les habiletés de mise en œuvre, lorsqu'on combine ces deux éléments-là, il faut savoir qu'un enseignant, lorsqu'il explique sa théorie, l'élève va retenir à terme 0%. Lorsqu'on ajoute à ça, donc on ajoute à la théorie la démonstration faite par un enseignant. Par exemple, je veux expliquer la règle de 3, je fais la théorie, je la fais au tableau, ben, l'élève va retenir, selon la recherche, entre 0 et 10%. Lorsque l'élève va en plus la pratiquer, cet élément-là, donc par exemple, toujours la règle de 3, lorsqu'il va la pratiquer, ben, on a encore un taux de rétention chez l'élève toujours entre 0 et 10% selon les recherches. Mais lorsqu'on ajoute à ça de la rétroaction, c'est-à-dire l'enseignant qui va venir s'asseoir à côté de l'élève, qui va modeler finalement la compréhension de l'élève, qui va venir corriger l'élève, puis qui va dire « Hey Mathieu, ta règle de 3, n'oublie pas, il faut que tu payes le numérateur en haut, le dénominateur qui est en dessous. » Alors lorsqu'on vient s'asseoir à côté de l'élève pour remodeler finalement ce qu'il est en train d'apprendre, bien là, on tombe à un taux de rétention de 95%. Alors, tout ça pour vous dire que la rétroaction, elle est excessivement importante et ça fait que l'élève va retenir bien la matière qu'on lui fait passer. Merci beaucoup, Patrick. Parfait, donc nous allons continuer avec l'interactivité en vidéo. Pour ce faire, je vais vous partager en fait mon écran de iPad avec le logiciel AirServer. Je vais vous partager l'application Explain Everything. Donc, cette application-là va me servir à faire une carte conceptuelle pour vous présenter, là, vous expliquer un peu comment on peut faire de la rétroaction en vidéo. Sachez en fait qu'il existe plusieurs façons d'intégrer de l'interactivité dans le cadre d'une vidéo, puis c'est ce qu'on va vous démontrer présentement. Donc, je vais juste m'assurer que vous ayez le partage de l'écran. Je vais agrandir ici, je dois l'étirer en fait pour que... Et voilà. Donc, j'agrandis le tout pour que vous ayez quand même une belle visibilité. D'accord. Alors voilà. Alors, j'ouvre mon iPad et je vais chercher mon application Explain Everything. Alors, quand j'ouvre cette application-là, j'ai le choix de commencer un nouveau tableau. C'est ce que je vais faire. Donc, je démarre un nouveau tableau. Et je suis sur la version gratuite présentement. Donc, elle ne me coûte absolument rien. Mais j'ai quand même des limitations dans ce que je peux faire, mais c'est somme toute là, très fonctionnel. Donc, je vais y aller avec un modèle, donc le tableau noir. Alors, on commence ça. On veut parler de l'interactivité en vidéo. Habituellement, si j'étais présentement avec vous en présence, je vous ferais participer à ce tableau, à cette carte conceptuelle. Donc, interactivité. Alors, on parle de ça. Alors, l'interactivité. Bon, quel outil on peut utiliser pour mettre de l'interactivité dans une vidéo? On peut aller chercher, en fait, de l'interactivité avec ce qu'on connaît bien en classe, le tableau blanc. Alors, aussi, dans certains logiciels de visioconférence, on a des tableaux blancs interactifs. Donc, tableau blanc. Ensuite, pour acheter de l'interactivité, on peut aussi utiliser des questionnaires. Alors, un questionnaire, un sondage. Donc, questionnaire, sondage. On peut aussi aller chercher des capsules vidéo. Alors, capsule vidéo. Une capsule vidéo. On peut aussi aller chercher, comme je fais présentement, une carte conceptuelle. Ça ajoute de l'interactivité dans la vidéo. Alors, une carte conceptuelle. Ce qui est génial avec Explain Everything, c'est que je peux venir enregistrer live ce que je suis en train de faire là, avec mon bouton rouge ici là, en bas. Donc, je peux venir ajouter une carte conceptuelle. Je peux venir... oups, ça c'est mon efface qui s'est ajouté. Donc, une présentation animée.
Donc, une présentation animée. Aussi, des ateliers. Bon, j'appelle ça atelier, mais vous allez plus vous reconnaître si j'appelle ça des breakout rooms. Oups, j'ai oublié mon R. Breakout rooms. Donc, le terme français qu'on a trouvé, c'est atelier. Donc, voilà. Alors, l'interactivité, on la retrouve dans le tableau blanc, dans les questionnaires. Attendez, je vais juste rapetisser un peu ma carte conceptuelle. Donc, dans les questionnaires, les capsules vidéo, les cartes conceptuelles, présentations animées, les ateliers, super. Donc, maintenant, quelles ressources numériques existent pour ces différents outils? Hein? Donc, on en connaît quelques-uns. Vous en connaissez aussi, j'en suis certaine. Et j'aimerais vous entendre à ce sujet, mais ça sera dans un autre contexte. Alors, dans le tableau blanc en classe, on a le TNI. On a aussi le SMART. On a, dans les questionnaires sondages, on a nos fameux Kahoot. On a les Mentimeter, comme que je vous ai présenté en début d'atelier. On a aussi un Nearpod qui existe, qui est très intéressant, ressources à découvrir, et questionnaire Forms, que ce soit par Microsoft ou Google Forms. Capsule vidéo, il faut trouver où on va héberger notre vidéo, où on va la mettre pour pouvoir la présenter. Donc ça, on va pouvoir venir le faire dans YouTube en mode non répertorié. On va pouvoir le faire dans Stream si on a Stream si on a Microsoft Office, ou ici il y a Vimeo qui existe, qui est très intéressant. Là, je vous en nomme quelques-unes, je ne les nomme pas toutes au complet. Là. Donc, on continue. Les cartes conceptuelles. Quelle application existe? Quel logiciel, plateforme existe pour créer des cartes conceptuelles? Il y en existe plein. Je vous en présente deux. Donc, ce que j'utilise présentement, Explain Everything. Bon, je dis carte conceptuelle, mais on pourrait faire bien d'autres choses. Everything. Donc, il existe aussi FreeMind, qui est très intéressant. Maintenant, les présentations animées. Hey, on connaît bien notre fameux PowerPoint. Lui, on l'utilise, là. On l'utilise beaucoup. Ensuite, on a Prezi qui offre des présentations animées vraiment intéressantes et Geniali aussi, qui est super intéressante, super interactive. Ensuite, les ateliers, les breakout rooms, qu'est-ce que c'est ça? Ça se trouve à être en fait, lorsqu'on veut diviser dans des salles nos participants lors d'une visioconférence, par exemple. Donc, Teams, à travers les canaux, on peut faire des breakout rooms. C'est très intéressant pour ça. Et aussi, Zoom offre les breakout rooms, donc différentes salles où on peut travailler en sous-équipe, par exemple. Donc, voilà la carte conceptuelle qui vous présente les différentes façons d'intégrer de l'interactivité dans votre vidéo. Donc, voilà, je vais cesser ce partage ici. Et voilà. Donc, on revient ici à la diapo. Juste un instant, je vais fermer. OK. Donc, alors, si on veut créer des capsules vidéo, il y a encore une fois des questions à se poser avant de créer notre capsule vidéo pour qu'elle ait un sens à notre étudiant, à notre élève. Donc, la première question, encore une fois, je reviens avec l'intention pédagogique. Alors, c'est quoi mon intention? Et ensuite, une autre question qui est bien à se poser, c'est cette capsule, est-ce qu'elle existe déjà? Cette vidéo-là, est-ce qu'il existe déjà? Et si oui, est-ce que c'est possible pour moi d'obtenir les droits d'auteur pour pouvoir l'utiliser dans le cadre de mon cours? Et ça, c'est facile de le demander. Exemple sur YouTube, dans les commentaires, vous pouvez écrire directement à l'auteur de la vidéo pour savoir si c'est possible de l'utiliser. Et c'est ce qu'on vous conseille de faire afin de s'assurer de respecter les droits d'auteur. Donc, quand on crée la capsule, on se pose ces questions-là. Et aussi, il faut la préparer, il faut la planifier. Donc, le matériel que j'ai besoin pour créer ma capsule, est-ce que j'ai besoin de caméra, de micro? Est-ce que j'ai besoin d'un trépied? Le contenu que je vais l'ajouter, les contraintes que je peux avoir pendant pendant que je filme ma vidéo, pardon. Donc, les contraintes comme par exemple, est-ce que la construction à l'extérieur? Est-ce que la cloche va sonner dans 2 secondes? Donc, ça, c'est des contraintes possibles qu'il faut évaluer.
Donc, la vidéo aussi, la capsule vidéo, doit être précise sur un sujet donné, donc pour que ce soit clair pour les participants. Aussi, on propose qu'elle soit courte, donc entre 1 et 5 minutes idéalement. Donc, c'est préférable de faire plein de petites capsules plutôt qu'une grosse capsule de 25 minutes, par exemple. Aussi, on doit se poser la question, est-ce que je vais avoir besoin de faire un montage? Si oui, avec quel outil je peux le faire? Est-ce que je peux le faire avec OpenShot, qui est gratuit d'ailleurs? Il est intéressant, OpenShot, qui est quand même assez facile. Il y a aussi Clips qui existe sur les appareils iOS, dont les iPhones et les tablettes iPad. Très facile d'utilisation, Clips, c'est vraiment ludique aussi pour faire des petits montages vidéo. On a eMovie qui existe, qui est plus facile à utiliser sur iPad ou sur notre écran, notre Mac, par exemple. On a Premier Élément, Windows Movie Maker. Aussi, par la suite, finalement, où on va l'héberger, cette vidéo. Donc, quel outil on va l'utiliser pour héberger, partager le lien de la vidéo? Parce qu'on s'entend que partager une capsule en MP4, ça peut être lourd pour la personne qui a à la télécharger et le transfert peut se faire difficilement. Donc, on utilise quoi? Stream avec Microsoft, YouTube en mode non répertorié. Donc, seulement la personne qui possède le lien peut visionner la vidéo. Vimeo, PHPTube ou dans un environnement numérique d'apprentissage. Donc, où on héberge notre capsule. Aussi, dans le cadre de la vidéo, on a la possibilité, dans les capsules vidéo, de faire de la vidéoscopie. Donc, la vidéoscopie, c'est quoi? C'est une pratique pédagogique qui consiste à faire l'analyse critique d'enregistrement vidéo, de mise en situation fictive ou réelle, liée à la pratique d'un domaine d'étude des apprenants ou, par exemple, d'un métier en FP. Donc, on demande aux étudiants où on se filme nous-mêmes en train de faire une action, par exemple. Et l'autoscopie, c'est quoi? C'est l'utilisation d'un enregistrement vidéo à des fins pédagogiques qui permet à un apprenant de faire un retour sur sa propre pratique. Donc, il fait une autoscopie et ça peut initier aux diverses situations auxquelles il pourrait être confronté, par exemple, dans l'exercice de ses fonctions. Donc, je vais vous donner un exemple bientôt, mais juste avant, à gauche, dans la diapo, j'ai mis certains outils qu'on peut utiliser pour faire la vidéoscopie. Donc, notre téléphone, tout simplement. Donc, la majorité des gens possèdent un téléphone intelligent. On peut utiliser notre téléphone, une caméra GoPro si on est un peu plus équipé. Et aussi, ce qui est bien pratique, c'est un trépied. Donc, un trépied pour, de un, stabiliser l'image et de deux, aussi, pouvoir aller chercher des angles différents. Donc, des exemples. Alors, un premier exemple ici de vidéoscopie, c'est qu'on pourrait aller expliquer une tâche ou une activité. Donc, moi, en tant qu'enseignant, je pourrais être en train de me filmer, en train d'exécuter une tâche ou une technique. Après, je pourrais demander aux élèves de visionner ma vidéo et d'identifier les erreurs liées à la santé-sécurité de ma pratique, de mon métier. Donc, on peut le faire comme de cette façon-là. On peut aussi le faire comme une démonstration. Donc, exactement en mode synchrone, par exemple, ou même en mode asynchrone, on pourrait démontrer une technique, exemple en cuisine, on prend les exemples en formation professionnelle, mais alors, en cuisine, une technique de coupe en macédoine à l'aide d'une caméra document, alors qu'on vient poser au-dessus de nos doigts pour aller justement aller chercher un plongé, un angle intéressant pour faire la démonstration de la coupe. Donc ça peut être super intéressant. D'autres exemples ici, on veut faire une évaluation en aide à l'apprentissage, donc un formatif. Alors, on va aller demander à son élève de se filmer en train de réaliser une tâche ou une technique. Par exemple, ici, on utilise l'exemple du shampoing. On demande à une étudiante ou un étudiant en coiffure de faire un shampoing, de se filmer, puis de nous remettre l'enregistrement. Par la suite, comme enseignant, on consulte, on visionne la capsule de l'élève et on lui remet une rétroaction qui est précise et constructive, évidemment. Donc, on remet la rétroaction par écrit ou par un enregistrement sonore ou vidéo. Donc, la correction vidéo, elle va être pertinente là, si on veut aller modéliser, en fait, une technique. Et c'est important aussi de savoir qu'en formation professionnelle, il n'est pas permis encore de faire des évaluations à des fins de sanction, donc des évaluations sommatives. Ce n'est pas autorisé par le ministère présentement de le faire à distance, évidemment. Donc,
Aussi, on peut aller chercher des enregistrements d'écran animés, donc screencasting. Pourquoi qu'on voudrait faire ça? Ben, en fait, pour enseigner un processus qui est sur un de nos logiciels précis, exemple sur notre ordinateur, expliquer une procédure, une technique, donc où on fait un tableau blanc, puis on enregistre ce qu'on écrit sur le tableau blanc, un peu comme je vous ai fait tantôt avec la carte conceptuelle. J'aurais pu enregistrer ma démarche de carte conceptuelle et vous la transférer par la suite. Donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles on voudrait faire de l'enregistrement d'écran animé. Ou si on pourrait enregistrer une capsule à partir de l'écran de son ordinateur ou de son appareil mobile. Quelles ressources numériques existent pour faire ça? Eh bien, Explain Everything, l'application que je vous ai montrée un peu plus tôt. Il y a l'application Loom. Il y a Smart Notebook aussi qui offre un enregistrement d'écran. Screencast-O-Matic, qui existe à des frais, si je ne me trompe pas, 30 $ par année, Jean-François, ou 30 $ à vie. Screencast-O-Matic, c'est 3 ans, 36 $ canadiens ou US, là, mais ça revient à une quarantaine de dollars. OK, donc voilà, c'est vraiment peu dispendieux. Aussi, sur nos appareils de type Apple, donc autant sur les Mac que sur les iPhones, il existe des procédures de capture d'écran et on en peut enregistrer aussi notre voix. Là. Donc, on peut faire des petites capsules comme cela. Donc, voilà ce qui est pour l'enregistrement d'écran animé. Aussi, la visioconférence. Donc là, je change de terme. On n'est plus dans la vidéo comme telle, mais là, on transfère plus dans la visioconférence. Qu'est-ce que c'est la visioconférence? En fait, la définition, c'est que c'est une téléconférence qui permet aux participants de se voir et de s'entendre. OK? Au fil des années, en fait, il y a différents outils qui ont été développés pour bonifier la visioconférence. Parce qu'avant, c'était vraiment juste des logiciels de « on se regarde et on s'entend ». Donc, maintenant, on peut aller faire de l'échange et des présentations de documents. On peut aller s'échanger et se présenter des documents, pardon. On peut faire un partage d'écran et un contrôle d'écran à distance. On a le clavardage qui est maintenant disponible. On a des tableaux blancs collaboratifs. Et aussi, on a la possibilité de collaborer sur un même document en visioconférence. Donc, c'est super intéressant pour ça, l'évolution de la visioconférence. Et on a plusieurs logiciels. Là, ici, on a inscrit ceux qui nous semblaient les plus populaires. Il y en a probablement d'autres qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas inscrits, dont Cisco de Webex, Microsoft Teams, Zoom, qu'on a entendu beaucoup parler, Google Meet, Whereby et SVI e-Solutions. Donc, c'est plusieurs outils ça, de visioconférence. Mais la visioconférence, c'est pas tout. Hein? Il y a des bonnes pratiques à avoir. Hein? C'est pas évident de faire un enseignement en visioconférence. Il y a vraiment des stratégies qu'on peut développer pour bonifier nos visioconférences. Donc, en tant qu'enseignant, il y a des stratégies, mais les élèves aussi ont des stratégies. Ils doivent s'engager, avoir des bonnes pratiques. Donc, en fait, l'enseignant, ce qu'on suggère, c'est de commencer par proposer une étiquette. Donc, une image qui va présenter par des symboles ou par des courts mots les pratiques à avoir en visioconférence, comme par exemple fermer son écran, fermer sa caméra, pardon, fermer son micro, poser des questions dans le clavardage, être dans un endroit qui est tranquille. Donc, des bonnes pratiques comme ça qu'on suggère à l'élève. Je vous mets dans la diapo, en fait, il y a un lien là, bleu surligné. C'est des bonnes pratiques à la maison. C'est des étiquettes qui ont été construites par le Récit à la formation à distance, le Récit Fab. Donc, qui sont très intéressantes, que vous pouvez utiliser. Là, elles sont libres. Là. Donc, il n'y a pas de souci pour être utilisées. Donc, ça, c'est des bonnes pratiques chez l'élève. Bon, chez l'enseignant, c'est autre chose. Il y en a un petit peu plus. Alors, l'enseignant a différentes pratiques aussi qu'il doit développer pour avoir des bonnes pratiques en visioconférence. Je vais vous présenter, en fait, j'ai utilisé un outil sur Moodle, qui est un environnement numérique d'apprentissage. Je suis allée chercher la ressource H5P pour vous démontrer, en fait, comment l'enseignant peut utiliser ces bonnes pratiques. Bon, je vous la démontre pour, en fait, juste un instant, je vais aller ouvrir mon Moodle ici. Voilà. Donc, je suis sur le Moodle présentement.
Alors, c'est une façon, en fait, de varier la présentation que je vous la présente ici. Alors, je vais sur le récit, je vais aller dans l'onglet « Formation ». Et là, si je descends, alors, juste ici, visioconférence, je suis allée déposer les bonnes pratiques en accordéon. En fait, j'ai utilisé la ressource H5P accordéon. Donc, H5P, c'est un logiciel qui s'insère dans Moodle gratuitement et on peut en fait venir ludifier nos enseignements et vraiment mettre de l'interactivité. Donc, dans des vidéos, par exemple, il y a plein de ressources, dont l'accordéon ici que je vous présente. En fait, donc, pour les bonnes pratiques en visioconférence chez l'enseignant, il faut, dans un premier temps, instruire sur la citoyenneté numérique. Qu'est-ce que c'est instruire sur la citoyenneté numérique? C'est agir de manière éthique. Hein? Le cadre de référence numérique nous l'indique. C'est central dans le cercle du cadre de référence d'enseigner à nos élèves la citoyenneté numérique. C'est quoi être un citoyen éthique? Donc, on doit instruire sur la citoyenneté numérique en tant qu'enseignant. On doit enseigner de ne pas enregistrer sans le consentement, être conscient de l'impact que ça peut avoir, et aussi sur les droits d'auteur. Hein? On est en formation à distance, nos étudiants aussi nous envoient des choses beaucoup, on utilise les technologies, mais il ne faut pas oublier les droits d'auteur. Donc aussi, comme enseignant, pour avoir des bonnes pratiques en visioconférence, il faut venir planifier notre formation, nos activités. Donc, l'idéal serait, je parle bien dans un monde idéal, de pratiquer avec nos enseignants avant la formation à distance, dans la mesure du possible, pour pouvoir en fait faciliter par la suite la mise en place de la formation à distance. Donc, on peut venir aussi nommer les méthodes de prise de parole, donner des rôles, donc une étiquette, venir les donner. Planifier nos activités d'avance. Donc, planifier justement notre navigateur web avec les différents liens ouverts. Donc, venir planifier nos activités. Préparer les ressources nécessaires qu'on va utiliser. Se connecter un peu plus tôt que l'activité pour pouvoir accueillir nos élèves, nos étudiants, pour pouvoir les accueillir puis faire peut-être des tests de micro pour éviter de perdre du temps lors de la visioconférence. Aussi, on vous suggère de varier les stratégies, les méthodes d'enseignement. Donc, peut-être en venant faire des travaux d'équipe dans différentes salles, hein, les ateliers, les breakout rooms, entre parenthèses. Donc, peut-être venir faire collaborer les élèves ensemble, peut-être démontrer des capsules, des sondages. Alors, peut-être les faire travailler un petit peu en individuel et les faire revenir par la suite en grand groupe. Donc, on varie nos stratégies et nos méthodes d'enseignement. Ensuite, on va interagir avec nos participants. Et je dois dire aujourd'hui que moi, ça me manque comme présentatrice de pouvoir interagir avec vous. Donc, vous posez des questions ouvertes. Vous posez des questions, puis savoir votre opinion. Le clavardage est utilisé. Là, Jean-François, lui, a la chance de pouvoir clavarder avec vous. S'assurer de la compréhension par des sondages, des caoutchoucs. Aussi, très important, écourter les cours magistraux. Donc, aller venir ici, là, vraiment écourter nos cours magistraux, prendre le temps d'accueillir nos participants, les saluer, parler un peu de tout et de rien, créer une amorce avant la présentation de nos cours, un minimum de diffusion théorique magistrale, puis favoriser la lecture, les capsules, le travail et après le retour. Donc, le moins possible de cours magistraux, c'est ce qu'on propose. Je reviens à mon PowerPoint. Donc, comme je vous disais, j'ai utilisé ici la ressource Moodle pour vous présenter les bonnes pratiques de l'enseignant ainsi que H5P dans Moodle. Alors, on poursuit avec le sondage et mon collègue Patrick. Oui, rebonjour. En passant, je sais que plusieurs personnes demandaient dans le clavardage pour avoir accès à la présentation. Elle va être distribuée par après, mais elle est aussi disponible sur la page d'accueil de la Journée du numérique. Vous avez pour chacun des ateliers aujourd'hui un petit lien là, pour ceux qui ont déjà fourni les présentations à l'avance, mais on va aussi les distribuer par après si vous en faites la demande là, ou le ministère le fera. Là. Donc, aucun problème de ce côté-là. On est beaucoup en mode transmissif aujourd'hui. Je voulais aussi vous rappeler qu'au récit en général, pas juste à notre service en formation professionnelle, ben, on est plus habituellement en mode main sur les outils. Donc, ne vous gênez pas. On est là pour vous accompagner par la suite. C'est plus un petit teaser aujourd'hui de l'ensemble des outils là, qui peuvent être intéressants pour vous là, en formation à distance.
Donc, le sondage, notre dernier outil, ou en tout cas concept qu'on vous présente, comme vous le savez, ça nous permet d'aller recueillir de l'information sur un ou plusieurs sujets donnés en sondant les participants à l'aide du sondage. Plus précis les questions seront, plus les informations recueillies vont être pertinentes. Ensuite, vous avez à considérer, quand vous faites un sondage, s'il doit être anonyme ou pas. Dans certains cas, selon vos objectifs et l'intention, ça va être pertinent de le faire anonymement. Donc, les élèves, par exemple, qui pourraient être plus gênés ou ne voulant pas nécessairement prendre la parole, en faisant un sondage anonyme, ils vont plus s'exprimer, puis vous allez aller chercher leur rétroaction à eux là, dans ces cas-là. Des pistes d'utilisation du sondage. Merci, Joanie. Comme on l'a vu précédemment, il permet d'ajouter de l'interactivité, que ce soit en FAD ou non, parce que c'est aussi possible d'utiliser le sondage en classe, d'aller chercher de la rétroaction acquise ou faire une synthèse, par exemple, là, des apprentissages de vos élèves. Mais l'avez-vous ou vous l'avez peut-être déjà utilisé au niveau de la cueillette d'informations, les savoirs initiaux de vos élèves quand vous commencez un nouveau chapitre ou un nouveau concept avec vos élèves pour corroborer ou appuyer une hypothèse. Donc, ça peut être très utile aux élèves dans un travail d'équipe ou dans un travail plus fastidieux de venir faire un petit sondage pour appuyer leur hypothèse de base, puis pour vérifier les points de vue ou la popularité de quelque chose. Prochaine diapo. Donc, la question supplémentaire à se poser par rapport aux pistes d'utilisation aussi, ce serait est-ce que vous avez besoin de votre sondage? Est-ce que vous pouvez le faire en synchrone ou en asynchrone? Comme on l'a fait tantôt avec Mentimeter en synchrone, il peut être posé puis répondu par la suite. Au niveau de pourquoi on voudrait utiliser le sondage dans nos classes, donc pour engager nos élèves, les rendre plus actifs en formation à distance ou en FAD. Des fois, à distance, comme vous le savez, vous l'avez sûrement expérimenté depuis le mois de mars, ils perdent le fil ou donc les garder actifs là, dans leur apprentissage à distance pour favoriser l'esprit d'équipe, la collaboration. Donc, quand les élèves travaillent à monter le sondage. Donc, ils vont travailler ensemble, vous les mettez en petite équipe, puis ils vont monter des sondages pour valider, comme je disais tantôt, peut-être une hypothèse, pour valider leur compréhension, les apprentissages, pour vérifier leur présence physique et mentale. Des fois, à distance, c'est pas toujours, on leur demande dans la étiquette de fermer les caméras, mais c'est bon de les garder actifs. Puis, le sondage peut venir aider à ça, puis pour varier vos stratégies d'enseignement. Donc, quelques exemples dans les contextes d'utilisation du sondage. Donc, intégré aux suites éducatives, par exemple Microsoft ou Google, des services en ligne, services Internet ou services web, ça pourrait être SurveyMonkey. En fonction ou en activité intégrée dans des environnements numériques d'apprentissage, comme Joanie vous a montré tantôt, Moodle a quelques activités qui permettent de sonder vos élèves dans vos cours. Ça peut être la même chose sur une surface numérique interactive. Donc, vous pouvez venir intégrer des sondages directement à votre TNI en classe et vous pouvez, si vous êtes en formation à distance hybride, les élèves de la classe voient le TNI, puis les élèves à distance voient quand même l'information sur l'ordinateur, sur votre transmission vidéo. Et ça peut être en plus logiciel ajouté là, à d'autres outils ou suites ou plateformes qu'on utilise. À votre gauche, vous avez quelques outils possibles là, qui permettent, là, donc on a Google Forms, Formulaire, SurveyMonkey, Mentimeter ou Clap, mais il y en existe plusieurs, puis vous en avez peut-être vu aujourd'hui lors de d'autres présentations. Donc, un dernier petit exercice ou un avant-dernier petit exercice. On a été rapidement, on terminerait ou presque notre propos. Vous avez le code QR pour aller remplir un petit sondage pour voir ce qui a été intéressant pour vous aujourd'hui. Si vous êtes fanatique d'un outil qu'on vous a présenté ou d'un concept qu'on vous a présenté, vous avez le lien. Puis habituellement, c'est ce que vous allez donner à vos élèves. Ça va être soit un lien URL avec l'adresse du lien. On peut cacher l'adresse du lien si vous ne le saviez pas dans du texte, comme j'ai marqué dans la deuxième partie. Puis à gauche complètement, vous avez le code QR là, qui mène au sondage. Je vous inviterai à aller scanner le code QR ou rentrer le lien.
puis aller répondre rapidement là, aux 2 petites questions, cases à cocher là, pour finir avec les sondages. Puis Joanie va vous montrer les résultats. Patrick, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, expliquer à certaines personnes qui se Ouais. posent la question comment numériser finalement avec le téléphone pour le code QR? Donc, il y a 2 façons de le faire. Si vous avez un appareil Apple, maintenant, c'est intégré directement à votre appareil photo sur votre appareil, soit sur votre téléphone cellulaire ou soit votre tablette. Donc, vous avez à ouvrir l'appareil photo de votre appareil. Vous allez cadrer sur le code QR qui est à l'écran présentement, puis automatiquement, votre appareil va vous proposer d'ouvrir le lien vers le code QR. Si c'est sur un autre type d'appareil mobile, vous devez, à moins que ça l'ait changé dernièrement, là, sur toute réserve, vous devez aller installer une application. Donc, vous allez aller dans le magasin d'applications de votre appareil. Vous allez chercher code QR ou lecteur de code QR. Puis là, vous allez télécharger une application. 90% des applications fonctionnent bien et sont gratuites, donc vous n'avez pas besoin de payer pour un produit en particulier. Puis, dans ce cas-ci, vous allez donc partir l'application après l'avoir installée, puis vous allez être capable de lire le code QR qu'on affiche à l'écran. Les codes QR, en formation professionnelle ou dans d'autres contextes, ça peut être important de les utiliser, de les mettre en classe sur une feuille. Donc, vous pourriez dire à vos élèves, allez scanner tel code pour faire tel projet ou pour aller chercher les ressources de tel projet. Ça peut être utilisé de différentes façons, puis ça nous fera plaisir là, de vous accompagner si vous voulez en savoir plus là-dessus. Merci, Jeff, pour la question. Il est à noter aussi que lorsqu'on scanne notre code QR, la page ne s'ouvre pas nécessairement toute seule. On va avoir une notification dans le haut de notre appareil, ouvrir dans Safari ou ouvrir dans Google, par exemple. Donc, il faut aller cliquer sur cette notification-là qui apparaît dans le haut de notre appareil. Alors, je vais aller présenter les résultats du sondage en espérant que les gens aient pu avoir le temps de télécharger le code QR. Donc, si je vais dans le sondage ici, alors je vois ici le sondage. Alors, ici, je suis dans un Google Form. Et là, si je vais dans Réponse à droite, je vois que j'en ai 118. Et c'est super intéressant parce qu'on a vraiment des beaux tableaux, des belles statistiques. Et là, ça continue à grimper. Donc, on voit ce que les gens ont répondu en majorité aux 2 questions. Donc, d'un œil là, rapide, on peut vraiment constater des réponses. Donc, on a en fait les sondages, les sondages Google Form, Microsoft. Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent. Mentimeter, les sondages nuagiques de mots. Donc, on va en faire un nuage de mots à la fin de notre conclusion. On va y aller avec ça. Donc, ça va être intéressant. Vous allez voir. Et encore une fois, on va scanner un code QR. Donc, ceux qui n'ont pas encore l'application sur votre appareil, vous avez peut-être une petite minute pour pouvoir la télécharger. Alors, si je descends à la deuxième question, dans les... Oups, j'ai un petit... Bon, ça refuse de rester à la deuxième question, probablement à cause du partage d'écran. Donc, on ne verra pas les deuxièmes statistiques, là, mais on voit que, bon, on a des beaux tableaux, des belles couleurs. Alors, je vais retourner à la diapo pour venir ici compléter notre présentation. Alors, est-ce que tu avais une conclusion avec le sondage, Patrick, ou... Juste un petit commentaire. Là. Donc, selon votre intention pédagogique, vos objectifs, les données recueillies, vous allez peut-être vouloir transférer, un peu comme Joanie l'a montré, les résultats de votre sondage. Donc, faire de la rétroaction sur les résultats de vos élèves. Fait que pensez, selon ce que vous voulez faire, à utiliser l'outil en conséquence de ce que vous voulez atteindre. De plus, bien, la confidentialité de vos élèves peut être pertinente. Je l'ai mentionné tantôt. Donc, vous pouvez faire attention d'utiliser un outil ou un autre cet outil-là va vous permettre de garder l'anonymat de vos élèves puis de favoriser ceux qui sont plus timides à parler ou d'identifier les élèves qui ont répondu si vous avez des élèves un peu plus tannants et qui nécessitent ça. Des élèves tannants? Ça n'existe pas. En tout cas, on n'a pas en FP, nous autres. Pas en FP, non. Donc, en conclusion, en fait, un dernier petit Mentimeter, un nuage de mots cette fois-là, pour qu'on puisse compléter cette formation-là. Donc,
quel est votre état actuel quand vous pensez à la FAD, aux ressources numériques? Comment vous vous sentez là, hein, ce vendredi 13 après-midi, après cet atelier? Donc, je vous invite à scanner une fois de plus le code QR qui est juste là ou à rentrer menti.com sur votre navigateur web et le code 20 66 88 8. Donc, je vous laisse quelques secondes pour faire le scan du code QR. Aussi, sachez que la présentation sera partagée sans problème et à la fin de la présentation, on retrouve des références aussi par rapport à nos numéros de téléphone et tout ça. Puis aussi comment nous joindre et les acronymes comme Patrick disait un peu plus tôt. Joanie, alors, oui. Est-ce que tu peux afficher le lien parce que le 20 66 88 8 ne fonctionne malheureusement pas. Ah, il ne fonctionne pas! Bon, j'ai peut-être fait une petite erreur, ça l'arrive, ça. Alors oui, je vais partager à l'instant. Je partage à l'instant le nuage de mots. Alors, c'est le 20 66 98 8. Ah non, un instant, ça c'est... Oui, c'est ça. Alors, juste, je me pose la question, pourquoi je n'ai pas accès à mon nuage de mots? Alors, vous avez entré en fait les mots qui correspondent à comment vous vous sentez présentement. Ah! Et voilà, on a des premiers mots qui commencent à rentrer. Donc, quand vous entrez vos mots, vous devez faire ensuite... Oui, alors on soumet le tout. Donc, plus le mot est grand et alors plus il est utilisé, je vous invite à y aller, à continuer. Donc, à l'aise, prêt, adaptation. Oui, on est tellement dans une ère d'adaptation. C'est incroyable comment tout le monde est en pleine adaptation, donc déstabilisé présentement. Engagement, effectivement, hein, il faut être engagé pour pouvoir bien se préparer. Je vois confiant aussi, donc hein, on est un peu plus confiant. Je vois dans les petits mots un gros ouf avec plein de F. Je comprends qu'on est essoufflé. Hein, l'adaptation amène beaucoup de nouveaux apprentissages, donc on peut être essoufflé et c'est tellement normal. Hein, donc, des défis, oui, des défis. Puis des fois, on est prêt à relever des défis, mais il y a d'autres journées hein, où c'est vraiment plus difficile. Ensuite, on a, quel mot je vois? Innovation, oui. Hein, on voit plein de choses là, qui sont nouvelles, puis c'est super motivant, ça, à certains moments. Donc, fatigué, oui, effectivement, on est fatigué. Je comprends qu'on est fatigué. C'est beaucoup de travail pour vous, les enseignants, pour les conseillers pédagogiques, pour les étudiants. On sent une fatigue généralisée, je suis d'accord. Donc, alors, hein, c'est ces mots-là, défi, adaptation, fatigué, qui sortent beaucoup. Alors, il nous reste un peu de temps pour les questions. Je vous invite à les poser. Je vais laisser le nuage de mots continuer à se construire. Puis Jean-François, je t'invite à nous lancer les questions puisqu'on est rendu dans la période de questions. Alors, j'ai sélectionné quelques questions qui sont pertinentes. Alors, dont 3-4 questions qui reviennent là. Oui. Joanie, qu'est-ce que tu as utilisé pour écrire finalement sur ta tablette? J'ai utilisé mon Apple Pencil. Donc, c'est vraiment... Oui, il est dispendieux, là, mais il en vaut la peine parce que quand on fait des pressions, il peut écrire plus gras, puis il répond vraiment bien. Là, j'étais en partage d'écran en plus, donc... puis en partage d'écran, puis ça répondait bien. Donc, c'est un coût, un investissement, en fait. Juste vous dire que c'est vrai que le crayon iPad, il est cher. Logitech a sorti un crayon de 6e génération qui coûte un petit peu moins cher. Il est 89 $ à la place du presque 200 $ pour le crayon Apple. Et c'est un crayon qui est fait par Logitech, donc il est compatible avec l'iPad. On a une autre question aussi qui est une vidéo de démonstration devrait durer combien de minutes, par exemple, maximum? Une technique de maquillage des yeux, par exemple. Bien, encore là, moi, en fait, on propose vraiment des vidéos entre 1 et 5 minutes. Donc, si on peut sectionner la capsule, exemple, OK, première étape, la fondation, technique de maquillage, exemple. La fondation, on fait ça comment? Ensuite, les yeux, le crayon, ensuite l'ombre à paupières, les étapes.
Donc, vraiment, peut-être de venir segmenter la capsule en plusieurs petites capsules pour vraiment garder l'éveil chez l'étudiant, oui, c'est ça, chez l'étudiant. Puis même si le tournage que vous avez à faire est assez long, en sectionnant en petites capsules, quand c'est possible de le faire, bien là, l'élève, par après, s'il vient revoir les capsules, va pouvoir vraiment choisir ce qui l'intéresse ou ce qui peut avoir une difficulté. Fait qu'il va pouvoir venir préciser. Puis vous pouvez facilement, dans un environnement numérique d'apprentissage, de regrouper par une thématique toutes ces capsules-là dans un même endroit. Fait que ça devient intéressant. Puis si vous voulez y aller avec du montage par la suite, n'hésitez pas à communiquer avec nous ici à la formation professionnelle. On est disponible pour vous donner des compléments d'information, vous accompagner dans le montage à vidéo, par exemple, ou dans la stratégie à instaurer pour faire ça. Ça va nous faire plaisir, puis nos services sont gratuits. Dans la présentation, excuse Jean-François, dans la présentation, il y a aussi les contacts si vous êtes en formation générale des adultes ou si vous êtes aux jeunes. On a mis des informations là, pour contacter les personnes ressources TIC. Je vais partager. Quelqu'un nous demandait aussi pourquoi payer pour des applications qui ont des équivalents gratuits. En fait, c'est quand on a dit, j'imagine, le montant de Screencast-O-Matic. Il faut savoir que Screencast-O-Matic, il est gratuit jusqu'à 15 minutes d'enregistrement. C'est passé 15 minutes ce qui devient payant à ce moment-là. Alors, à l'intérieur de 15 minutes, il est totalement gratuit. On a une autre question aussi. Comment faire lorsque les élèves sont en équipe dans une salle pour qu'ils puissent travailler ensemble sur un document commun que je conserverais, donc être au primaire avec des petits? Par exemple, dans Microsoft Teams, lorsqu'on crée des canaux, on a la possibilité d'insérer des fichiers collaboratifs, comme par exemple un Word, dans le canal précisément. Donc, le travail ne se retrouve pas dans le canal général, il va se trouver dans le canal qu'on a créé à cet effet. Donc, après ça, vous, en tant que propriétaire de l'équipe, c'est possible de récupérer ce travail-là. Donc, je ne sais pas si vous êtes avec la suite Microsoft, mais ça peut être une façon de faire. Excellent. On a une autre question par rapport à Explain Everything. Comment faire pour faire de la rétroaction? Est-ce que le travail d'élève doit être dans la tablette ou dans l'ordinateur pour qu'on puisse utiliser ce logiciel? Je te laisserai répondre, Jean-François, là-dessus. Alors, effectivement, une fois qu'on a le logiciel Explain Everything, le travail de l'élève ne doit pas être nécessairement. On l'a reçu par courriel ou encore on peut le copier directement dans Explain Everything pour être capable de faire cette rétroaction-là. Alors, est-ce qu'il doit être dans la tablette? Bien, on doit l'avoir reçu du moins. Une autre question qu'on a, ça va être encore probablement moi. Je voudrais savoir si je veux effectuer une rétroaction à un élève. Par exemple, lui donner sa note et quelques détails sur le devoir qu'il a fait. J'utilise Teams pour enseigner à distance. Que pourrais-je utiliser dans Teams pour effectuer une rétroaction? Je vais te laisser, Joanie, je crois. Il y a quelque chose de super intéressant dans Teams qui s'appelle Flipgrid. Donc, ça, c'est si vous voulez donner une rétroaction, exemple, par vidéo. Ça peut être super intéressant d'ajouter cette application-là à Teams. Donc, Flipgrid qui s'ajoute vraiment bien pour faire une rétroaction. Donc, il y a cette possibilité-là. Aussi, si vous utilisez, par exemple, le bloc-notes dans Teams, vous pouvez aller dans la section de votre élève et faire une rétroaction audio. Donc, ça aussi, ça peut être vraiment intéressant de faire la rétroaction audio. Comme ça, l'élève se sent vraiment plus interpellé. Il sent vraiment qu'on lui parle, là, que ce n'est pas un texte copié-collé qu'on a fait à tous les autres élèves. Malgré que ça peut être très pertinent aussi de le faire par écrit. Mais j'ai l'impression que la rétroaction audio, elle a son petit quelque chose supplémentaire. Il est 45. On a encore du temps pour 2 questions parce qu'il y en a une qui est vraiment pertinente. En fait, il y a quelqu'un qui demande, serait-ce possible de montrer à nouveau ou d'envoyer la carte conceptuelle remplie au début de la présentation? Bon, ça, avec la vidéo ou encore avec... vous allez l'avoir, fait que ça, c'est pas un problème. Oui, je peux l'extraire, en fait, de... Et là, on a une question pertinente que Patrick pourrait probablement poser, répondre. Alors, la question est fort simple. Je vais aller la chercher.
En fait, on demandait pourquoi est-ce qu'il y a certaines ou plusieurs applications que ça nous prend un compte Google ou Microsoft. Ben, il peut y avoir différentes raisons. Maintenant, il y a beaucoup de compagnies qui font affaire directement avec ces deux gros géants-là. Donc, c'est pour peut-être au niveau de, je l'ai en anglais, une connexion, un identifiant commun à plusieurs applications. Donc, ça peut être pour ça qui propose d'avoir une connexion unique ou plus facile à mémoriser, puis d'avoir accès à plusieurs outils différents. J'invite mes collègues à compléter si vous pensez à d'autres choses. Effectivement, dans le réseau scolaire, les applications que l'on utilise dans le réseau scolaire sont souvent, enfin, ils intègrent la connexion unique, comme Patrick dit, afin de faciliter finalement la connexion par l'élève. Une autre chose ici, peut-être plus pour Joanie, y a-t-il parmi les suggestions pour une vidéoconférence, un outil qui permettrait de faire des conversations privées, mais sans devoir nécessairement ouvrir une deuxième salle? Ça dépend dans quel outil on travaille. Donc, en fait, tu sais, comme par exemple dans Microsoft Teams, dans l'onglet, dans le bouton à gauche, conversation, là, il y a moyen de faire des conversations privées. Sinon, dans Zoom, on peut interpeller la personne dans le clavardage en faisant, exemple, un A commercial et avec le nom de la personne. Et à ce moment-là, le message lui est envoyé à cette personne-là seulement. Est-ce que je me trompe, Patrick et Jean-François? Il me semble que... Non, c'est ça. Raison. Donc, il y a cette façon-là de procéder dans Zoom. Je ne sais pas quel outil de visioconférence vous utilisez, mais là, dans les deux là, qui me semblent les plus utilisés, c'est la façon de procéder. Peut-être qu'il y a aussi, là, il y a de nombreux logiciels qu'on peut, selon les plateformes avec lesquelles vous travaillez, on peut ajouter. Peut-être qu'il y a même possibilité d'avoir une rétroaction vocale, là, mais là, il faudrait investiguer là, pour en savoir plus. C'est bon. Bon, là, on demande comment créer un atelier dans Meet. Je crois qu'il n'y a aucun de nous trois qui va être capable de vous répondre parce que malheureusement, ce n'est pas une suite qu'on utilise au récit FP. Alors, on ne sera peut-être pas en mesure de vous répondre pour l'instant. Toutefois, j'ai votre adresse courriel. On va essayer d'y répondre prochainement. Alors, on demande aussi, Patrick, tu pourrais sûrement y répondre, c'est quoi la différence entre Explain Everything et Explain EDU? J'ai aucune idée, mais je vais tenter une hypothèse. Je crois que la version EDU, c'est la version éducative à moins cher. Mais je peux me tromper. Je crois que c'est ça aussi. Effectivement. Un autre, probablement pour Joanie, existe-t-il une application du même style que le tableau blanc qui permet d'utiliser un canevas et de dessiner par-dessus? Par exemple, en maquillage des paupières. Donc, j'imagine que... Donc, exemple, mettre une photo... Oui, c'est ça, mettre une photo, exemple, dans une application, puis faire un dessin par-dessus. C'est ce que je comprends. Explain permettrait ça. Est-ce que le tableau blanc dans Teams permettrait ça? Je ne sais pas, mais c'est sûr que l'idéal, si on veut faire un dessin par-dessus, l'idéal, c'est d'avoir un crayon et une tablette et non pas avec la souris de l'ordinateur pour que ce soit quand même plus... de qualité. Donc, ou si vous avez un touchpad, un écran tactile à côté de votre ordinateur là, avec un crayon. Mais Explain permet ça. Le tableau blanc permet ça. Sinon... La surface numérique interactive avec le logiciel, habituellement, le permet aussi. Vous pouvez prendre la photo, le mettre en arrière-plan, fixer cette photo-là en arrière-plan, puis après ça, venir avec les crayons, dessiner. C'est sûr que si vous êtes en mode hybride et que vous voulez faire la même chose, il va y avoir un petit peu de manipulation pour partager votre ordinateur et le contrôle de votre ordinateur à vos élèves qui seraient à distance pour qu'ils viennent faire la notation sur votre image que vous avez sur votre tableau TNI, peu importe le type de modèle que vous avez en classe. Oui, ça se fait de différentes façons. Est-ce qu'on a le temps encore pour d'autres questions? Il est 14h. On a dépassé 10 minutes, Jean-François. Oui, il y a d'autres ateliers après, mais on a commencé plus tard, fait que on vous laisserait. Joanie, tu peux peut-être
Tu peux peut-être Oui. afficher la dernière diapositive, puis on pourrait Oui. arrêter là-dessus. Puis n'hésitez pas à communiquer avec nous, là, ça va nous faire plaisir là, de Vraiment. vous rediriger si vous n'êtes pas en FP ou vous répondre là, en FP. Donc, on vous laisse sur cette belle pensée à méditer. Hein? Donc, on dit une image vaut 1000 mots. Donc, imaginez une vidéo. Alors, namasté. Bonne fin d'atelier, puis au plaisir de peut-être collaborer avec vous. Merci tout le monde.